Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos documents. Je suis super enthousiaste aujourd'hui parce qu'on s'attaque à un monument. Bonjour tout le monde, oui, je suis ravie d'être là pour décortiquer ça avec toi. C'est un sujet qui décoiffe, hein. Ah ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors pour situer le contexte, pour ceux qui nous écoutent, on va analyser aujourd'hui les notes et les concepts tirés du livre Le Maître du G de Fabrice William Herbert. Tout à fait. Et c'est un texte qui va complètement à contre-courant de ce qu'on nous apprend depuis l'enfance. Mais oui, parce que depuis qu'on est tout petit, on nous répète genre comme une vérité absolue que la réussite, ça s'arrache. C'est ça, la fameuse valeur de l'effort. Voilà, on nous vend la vie comme un immense champ de bataille, un territoire hostile à l'extérieur de nous, plein d'obstacles à conquérir à la sueur de son front. Exactement, il y a cette notion de lutte permanente. Sauf que le postulat de départ de ce livre, c'est que cette croyance est une illusion totale. Pire, travailler avec un acharnement aveugle, ce serait en fait la garantie absolue de l'échec. Et c'est un renversement total de perspective, parce qu'on aborde presque tous la réalité avec cette certitude viscérale qu'il y a une séparation. Genre, il y a moi, ici, et le monde, là-bas, à l'extérieur. Ouais, on se sent séparé du reste, quoi. Voilà. Et forcément, si le monde est à l'extérieur, on se dit qu'il faut lutter pour le maîtriser. Logique. Mais l'objectif de l'auteur, dans ses documents, c'est pas juste de proposer une vague théorie de développement personnel. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de suivre sa démonstration étape par étape. Il veut prouver par une logique implacable que notre identité profonde, ce fameux « je » en majuscule, est de nature immatérielle. C'est ça, d'essence spirituelle. Et surtout que ce jeu représente l'univers tout entier, avec des conséquences vraiment grandioses sur la façon dont la réalité se manifeste. C'est fascinant, mais alors, par quoi on commence? Parce qu'avant de chercher à définir qui tire les ficelles, il y a un prérequis mécanique à comprendre, non? Tout à fait. Il faut d'abord comprendre comment la réalité matérielle prend forme. Et la règle absolue du texte, c'est que l'immatériel précède toujours le matériel. L'idée vient avant l'objet, en gros. Absolument. Toute chose existante commence par une idée. Prenons un objet physique, n'importe lequel. Un pont, un smartphone, une chaise. Ouais. Avant d'exister en acte de manière tangible dans l'espace, cet objet a obligatoirement existé en idée. Dans la tête de quelqu'un. C'est ça, sous forme de concept immatériel dans un esprit. Il n'y a aucune exception à cette règle. D'ailleurs, c'est ce grand mystère qui fascine les physiciens. Lequel? Pourquoi les mathématiques, qui sont de pures abstractions, de simples concepts immatériels, parviennent à décrire le monde physique avec une telle précision? Ah ouais, c'est fou quand on y pense. L'univers matériel ne serait finalement que la cristallisation d'une idée? Et là, d'accord, décortiquons un peu ça. L'auteur traduit ça en une équation super simple. L'équation de la création, oui. Voilà. C'est « je suis X » implique « j'existe X ». Le passage de l'idée à la matière. En fait, pour que notre auditoire visualise bien, j'adore l'analogie de la calculatrice qu'il utilise. Le « je suis », c'est l'intention. C'est le moment où tu presses les touches. Genre, on tape 10 multiplié par 90. Et le « j'existe », c'est la manifestation dans la réalité. C'est le résultat automatique qui s'affiche sur l'écran. 9000. Et ce qui est fascinant ici, c'est la conséquence psychologique brutale de cette mécanique. C'est-à-dire? Quand une personne prononce un simple constat, par exemple, elle dit « je suis fatigué » ou « je suis ruiné », Ou je suis coincé dans mon boulot. voilà. Elle a l'illusion de simplement décrire un état de fait. Elle pense faire un constat objectif. Mais en réalité, selon cette équation, elle est en train de taper sur les touches de la calculatrice. Attends, vraiment? Faire un constat, c'est pas juste observer? Non, justement, elle ne décrit pas son présent, elle fige et programme son avenir matériel. Chaque « je suis » prononcé est une intention revendiquée. Waouh, donc faire un constat négatif, c'est littéralement commander la suite des événements à l'univers? C'est toute la subtilité de cette philosophie. Chaque mot placé derrière le « je suis » agit comme une commande vibratoire. Et l'auteur précise bien que l'être humain en porte l'entière responsabilité. Attention par contre, responsable, pas dans le sens de coupable, on est d'accord. Très bonne précision. Responsable en tant que dirigeant ou créateur. Il n'y a pas de tribunal cosmique qui va te punir. Ouf, ça rassure. C'est purement mécanique. La vie tendra toujours à donner raison à l'intention émise. Si la commande tapée c'est « je suis incapable », la mécanique de l'univers va s'ajuster pour te fournir les circonstances physiques qui valident cette incapacité. D'accord. Donc si affirmer « je suis » envoie des commandes directes à la matrice, il y a urgence à savoir exactement qui est ce jeu qui tape sur les touches. Et là, je veux faire un peu pushback. Je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y, je t'écoute. C'est évident, non? Le jeu, c'est moi. C'est mon corps physique assis ici. C'est mon cerveau, ma personnalité, mon ego. Fin du mystère. C'est la réponse réflexe de l'intellect, c'est normal. Mais l'auteur propose de passer cette certitude à la moulinette de la logique. Une grande déconstruction. Ok, on déconstruit comment?
Pour qu'une identité soit le véritable maître, le jeu fondamental, elle doit forcément englober l'individu de manière permanente et immuable. Commençons par l'identité administrative. Le nom, le prénom. C'est ça. Si quelqu'un change de nom ou déménage au bout du monde, fondamentalement, cette personne reste elle-même. Bon, ça c'est l'évidence. Mon nom n'est pas moi. Mais mon corps physique, ma matière organique, ma génétique, ça change pas. Eh bien si! La biologie nous contredit là-dessus. Nos cellules se renouvellent en quasi-totalité sur des cycles d'environ 7 ans. Attends, la totalité de nos cellules. Quasiment, oui. Donc si notre jeu se résumait à notre matière physique, on deviendrait littéralement une autre personne tous les 7 ans. Ah ouais, vu comme ça. Pour pousser la logique plus loin, imaginons qu'on fabrique demain un clone parfait de ton corps. Avec le même ADN, Ok, j'ai mon clone devant moi. ce clone serait une entité physique identique, mais ce serait un lui. Ce ne serait pas toi en train de ressentir la vie à travers lui. Le corps n'est donc qu'un véhicule temporaire. D'accord, donc, exit le corps physique. Mais il reste l'ego, mon petit narrateur intérieur qui dit « c'est à moi » ou « regardez-moi », ma personnalité. C'est ça le jeu. Là encore, l'auteur s'appuie sur une citation très parlante d'Arnaud Desjardins. Il dit l'ego, c'est regarder immédiatement où l'on est et comment on se trouve sur une photo de groupe. Ah, c'est tellement vrai. On cherche toujours notre propre visage en premier. Exactement. L'ego, c'est une construction basée sur la comparaison et la validation sociale. Et ça change en permanence. C'est vrai que des fois on se sent le roi du monde et 2 heures après, on est au fond du trou. Voilà, il fluctue au gré de l'humeur. Or, une identité fondamentale absolue ne peut pas fluctuer comme ça. Pire encore, lors d'un décès, la conscience égotique disparaît instantanément. Alors que l'identité physique, le corps, reste encore là un moment. C'est ça. Puisque l'ego ne parvient même pas à englober la dimension temporelle du corps physique, il ne peut pas être le maître absolu. C'est perturbant de voir toutes les couches de notre identité balayées comme ça. Mais attends, il reste le conscient, le mental analytique, mon intelligence qui est justement en train de comprendre ta logique en ce moment. Et c'est là qu'intervient la faille presque ironique de cet argument. Laquelle? Si notre jeu véritable était de nature purement consciente, on n'aurait aucune quête spirituelle. On n'aurait pas besoin de chercher qui on est puisque ce serait une évidence affichée en permanence sur l'écran de notre conscience. Ah, pas bête. Si c'était conscient, on le saurait déjà. Exactement. Si l'identité fondamentale nous échappe, c'est qu'elle est forcément inconsciente. Elle n'opère pas sur le plan du mental analytique. Donc, si je résume, on n'est ni notre nom, ni notre corps, ni notre ego, ni notre mental. Tout ça, ce sont que des faux jeux, des imposteurs, des valets, comme dit le texte. Mais alors, il reste quoi? Il reste l'essence purement spirituelle, le jeu universel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'auteur met en lumière 2 caractéristiques de ce jeu qui donnent un peu le vertige. Oui, la première, c'est qu'il n'est pas relatif. Dans notre monde matériel, tout fonctionne par comparaison. Un homme n'est grand que par rapport à un petit. Le chaud n'existe que face au froid. Mais ce sentiment d'exister, ce jeu, il dépend d'aucune comparaison. Il l'est, simplement. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il n'est pas individuel. Mais là, il faut m'expliquer. Comment le jeu peut ne pas être individuel alors que c'est le mot qu'on utilise pour se différencier des autres? C'est l'argument incontournable du texte. Observons ce mot. Absolument. Chaque être humain sur Terre utilise le même concept, la même vibration pour parler de lui-même. Je. Oui, c'est le dénominateur commun de l'humanité. C'est une identité unique qui est simultanément multiple, personnelle et totalement impersonnelle. Donc la conclusion logique, c'est que si le jeu n'est ni relatif ni individuel, il est forcément absolu et universel. Totalement spirituel. C'est dur à conceptualiser pour notre cerveau matériel. Souvent, on utilise l'analogie de l'océan et des gouttes d'eau. Mais moi, je propose une analogie plus moderne pour notre auditoire. Ah, je t'écoute. Imaginons l'humanité non pas comme des milliards de gouttes isolées, mais comme un jeu vidéo multijoueur en ligne. Un MMO, oui. Voilà, toi des millions de joueurs. Chaque avatar se promène sur la carte, avec sa petite vie, persuadé d'être séparé des autres. Mais techniquement, en coulisses, qu'est-ce qui génère tout ça? Un seul serveur central. Exactement. Le serveur calcule tout en même temps. Il est partout. Si tu débranches le serveur, tous les avatars disparaissent. Sans jeu, il n'y a plus rien. Nous, on se prend pour l'avatar, mais notre nature véritable, c'est le serveur absolu. Et cette prise de conscience change absolument tout aux règles du jeu. C'est ce que l'auteur appelle le concept du double jeu. Les 2 mondes. D'un côté, le monde matériel, la relativité, dirigée par le petit jeu avec un J minuscule, l'avatar, l'ego. Et de l'autre, le monde immatériel, quantique, dirigé par le grand jeu en majuscule, le serveur. Ce qui amène à cette conséquence grandiose, expliquée dans les documents. La vie est de nature onirique. La réalité fonctionne exactement comme un rêve éveillé. C'est ça.
La nuit, le dormeur génère l'espace, les acteurs, et s'y promène en pensant que c'est solide. On a tous eu des rêves où on fuyait un monstre en étant terrifié, persuadé que c'était réel. Et là, l'auteur dit que la vie c'est pareil. Le grand jeu est le rêveur, et le petit jeu est juste l'acteur rêvé. L'inversion est vertigineuse. Ok, alors là je te coupe parce que mon esprit rationnel a besoin de faire un recadrage. Si la vie est un rêve, et que le grand jeu peut tout faire, pourquoi je peux pas m'envoler par la fenêtre là, tout de suite? Ça, c'est la question cruciale. Et le texte y répond parfaitement. L'auteur cite une anecdote historique. En 1900, le physicien Lord Kelvin jurait que c'était impossible de faire voler un objet plus lourd que l'air. Alors que les oiseaux volaient juste au-dessus de sa tête. Exactement. Pour le grand jeu, tout est potentiellement déjà existant. Mais, et c'est là qu'est le secret, rien ne peut se manifester sans l'accord du petit jeu conscient. Le petit jeu sert de filtre en fait. C'est ça. Nos croyances sclérosées, la normalité qu'on nous a imposée, agissent comme un filtre qui bloque les miracles du grand jeu. C'est comme un douanier super zélé à la frontière. Si ton code dit « gagner de l'argent c'est dur » ou « voler c'est impossible », le douanier rejette la commande. L'ego bloque le potentiel infini de la manifestation. Mais alors, sachant que l'ego est le seul obstacle, comment on le neutralise au quotidien pour libérer notre destinée? Le texte propose une pratique claire, la surveillance du bavardage mental. L'ego produit sans cesse des limites. Ouais, les fameuses autoflagellations. Genre « quel idiot je suis » ou « j'y arriverai jamais ». Voilà. Et la méthode pragmatique, c'est de repérer ses pensées et d'utiliser un outil humoristique de désamorçage. Ah oui, dire « j'ai vu, je retire ». C'est ça. Intercepter la commande avant d'appuyer sur la touche égale de la calculatrice. On peut même y associer un geste physique, genre appuyer sur un gros buzzer rouge imaginaire. Bip! J'ai vu, je retire. Le tout avec légèreté. Et surtout sans se mettre en colère contre son ego, sinon on renforce le conflit. D'accord. Mais parfois, un buzzer imaginaire, ça suffit pas face à une grosse crise d'angoisse. C'est vrai. Et pour ça, l'auteur ajoute une technique pour asphyxier le mental. Asphyxier. Ah, sexy, carrément. Oui, l'erreur, ce serait de débattre avec l'ego. Il adore argumenter. À la place, il faut le mitrailler en continu avec une formule barrage. Genre, pas de question, aucune question. Ou des mantras comme « je suis tout ». Exactement. Le saturer sans lui laisser une seule seconde de silence pour s'incruster. Le mental finit par lâcher prise. Et c'est là qu'on comprend la phrase phare du document « je me rêve, donc je fais ce que je veux ». Une phrase très puissante, oui. Mais il y a un paradoxe du contrôle ici, non? En effet, c'est la grande leçon finale. Pour maîtriser cette mécanique, il faut utiliser le contrôle imaginatif, donc savoir ce qu'on veut, visualiser avec enthousiasme, mais opérer un lâcher-prise total sur le comment. Lâcher prise sur le moyen d'y arriver. Voilà, c'est ça, la foi, selon l'auteur. Une foi sans aucune connotation religieuse, une confiance dans la mécanique. Vouloir contrôler le comment, c'est inviter à nouveau l'ego et son douanier rationnel. Ce qui nous amène à un détail super marquant des sources, le tableau du mérite. Ça, c'est une déconstruction totale de notre société. Complètement. C'est une grille de lecture saisissante. L'auteur explique qu'une volonté mentale forcenée, genre travailler 80 heures par semaine dans la peur, sans imagination positive, ça mène aux échecs immérités. On s'épuise dans la matière, mais l'intention vibratoire est négative. À l'inverse, quelqu'un qui a une volonté faible, qui est presque perçu comme feignant, mais qui a une imagination constante et joyeuse du grand jet, Cette personne va vivre des réussites imméritées. les fameux chanceux pour qui tout est fluide, C'est ça. La vibration l'emporte toujours sur l'effort matériel laborieux. c'est incroyable. Pour synthétiser tout ça, tu avais repéré une citation au début, je crois. Oui, de Pierre Taillard de Chardin, c'est vraiment le résumé de notre analyse d'aujourd'hui. Il dit « On n'est pas des êtres humains qui vivent une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. » Magnifique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour ceux qui nous écoutent? Ça signifiait que tout est une question de vision du monde. C'est se rappeler qui on est vraiment. Le serveur, pas juste l'avatar. Exactement. Pour conclure, je repense à la citation de Mark Twain évoquée dans le texte. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. L'ignorance volontaire des limites rationnelles. Et ça me laisse avec une question vertigineuse pour prolonger notre analyse aujourd'hui. Si la volonté acharnée du petit jeu mène souvent à l'échec et à l'épuisement, et que l'imagination relâchée du grand jeu mène au succès naturel. Oui, Se pourrait-il que la notion entière de méritocratie telle que nos sociétés modernes la conçoivent soit en réalité la plus grande illusion collective jamais inventée par nos égos, juste pour glorifier notre propre souffrance inutile? ouh, c'est une sacrée remise en question, hein. N'est-ce pas? Une réflexion puissante à méditer. Merci de m'avoir accompagné pour cette plongée fascinante. Avec grand plaisir. À très vite.